Et avec nous pour ce club, le constitutionnaliste Benjamin Morel. Bonjour Benjamin, merci d'être là. Et Valérie Lecap. Bonjour Valérie, merci également d'être avec nous. Éditorialiste politique pour le journal.info. On va parler de l'épisode de canicule qui traverse le pays, qui devrait prendre fin aujourd'hui. Un sujet qui a donné des coups de chaud au gouvernement sous pression des oppositions à l'exécutif. A-t-il été à la hauteur? Vous nous direz ce que vous en pensez. Puis on parlera de la motion de censure rejetée hier. Le PS a-t-il remis le RN au centre du jeu? Et Steve, on va parler de la gauche. Est-ce qu'elle peut s'unir, la gauche? On va voir. Lucie Castan, en tout cas, a organisé une réunion aujourd'hui. On va voir qui y va, qui n'y va pas, pourquoi pas mal de gens n'y vont pas. Et on verra effectivement sur quoi ça peut déboucher. Et on voit ça dans quelques instants. Allez, tout de suite, on va parler de la canicule. C'est l'actualité dans nos régions. Dans nos régions, c'est avec nos partenaires de la presse régionale. On va à Tours, on retrouve Luc Bourriane. Bonjour Luc, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Rédacteur en chef à la Nouvelle République. Luc, comme beaucoup de territoires en France, le centre-ouest est durement touché par la canicule. Et c'est bel et bien la question de l'ouverture des écoles qui a généré les débats les plus vifs, notamment à Tours. Oui, très clairement, d'autant que la petite controverse sur le sujet est partie de Tours, avec la décision de la mairie de Tours, celle d'Emmanuel Denis, maire écologiste, de fermer les écoles en ce début de semaine, et décision annoncée dès vendredi dernier, ce qui lui a valu d'ailleurs quelques petites remontrances de la ministre Elisabeth Borne durant le week-end. Alors évidemment, on est allé constater, voir comment cela s'était passé et comment cela avait été vécu par les parents tarangeaux. Ce reportage est évidemment à lire dans notre édition d'Indre-et-Loire. Et force est de constater que les familles, même si elles ont râlé, même si elles ont même beaucoup râlé, elles se sont organisées. Et il n'y a pas eu vraiment de difficultés. Mais le meilleur moyen de lutter pour les écoles contre les effets de la canicule, on le trouve dans une autre édition de la Nouvelle République, celle de l'Indre, à quelques kilomètres de Tours, avec l'exemple de la petite commune de Vesles, où là, les élèves sont accueillis dans des classes climatisées. Donc face au défi de la canicule, on voit bien que le meilleur moyen, plus que des décisions dans l'urgence, c'est vraiment l'anticipation. Et si on quitte le domaine scolaire, Luc, comment ces chaleurs extrêmes sont-elles vécues par le monde agricole ? Alors retour à ce moment-là en Indre-et-Loire avec un reportage signé Zachary Manceau. Le journaliste de la Nouvelle République s'est rendu dans une exploitation où ces fortes chaleurs entraînent, on pourrait parler de triple peine. Pour le fermier, et pour lié à ses conditions de travail difficiles évidemment, pour les animaux et pour les cultures. L'agriculteur explique notamment comment il a dû arroser ses vaches pour que ces laitières supportent la chaleur. Et puis par ailleurs, le fermier, dont on suit encore une fois le travailleur à 5 grâce à ce reportage, s'inquiète aussi pour les cultures. Il anticipe déjà une baisse de rendement de 30% pour certaines d'entre elles, en raison de l'épisode caniculaire. Bref, même si les températures vont baisser dans les jours qui viennent, on n'a pas fini de parler des effets du dérèglement climatique dans nos territoires. Merci beaucoup Luc Bourriane, merci d'avoir été avec nous. La une de la Nouvelle République, Touraine, culture et élevage souffre. C'est à la une de votre journal. Et Valérie, on le voit, effectivement, c'est une immense partie de la France qui est touchée par cette vague de canicule. Et si on regarde sur le plan politique, des questions, des interrogations et des oppositions qui pilonnent le gouvernement sur un manque de préparation. Écoutez, ce qui est très frappant à Tours, c'est qu'ils ont dû fermer absolument toutes les écoles. Je veux dire, pour moi, depuis le temps qu'on a des canicules dans ce pays, ça va faire quand même une quinzaine d'années. On n'en est pas à notre première canicule. Il y a eu la fameuse canicule de 2003 qui a commencé à lancer le sujet. Et on a des gamins qui sont jeunes, qui sont petits, parce qu'on parle des écoles primaires, qui sont obligés d'aller dans des classes, parce qu'il y a 1350 écoles qui sont fermées en France et à Tours, ils ont fermé. Mais ça pose des problèmes pour les parents. Les parents travaillent, comment ils font? Où est-ce qu'ils font mettre leurs enfants, etc. Les crèches, c'est la même chose. Et c'est quand même absolument hallucinant qu'on ait des bouilloires pas isolés, pas de clim, et c'est juste absolument insupportable. Et donc, ce qui est agaçant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une canicule, on dit on va faire. François Bayrou a annoncé tout un tas de mesures hier qui sont des mesures tout à fait intéressantes. Mais en fait, la canicule d'après l'année prochaine, on va avoir le même sujet. Et donc, on a l'impression qu'on est dans un pays où on parle plus qu'on ne fait. La France a du mal à se préparer sur le moyen long terme à ces épisodes de canicule.
C'est quoi qu'il arrive compliqué en termes de politique publique. Vous avez quelque chose qui est imprévisible à long terme, même si vous savez que ça va arriver. Donc vous avez des préparations. Vous savez que quoi qu'il arrive, les oppositions vont vous tomber sur le coin du nez et que de l'autre côté, les commentateurs vont faire référence à 2003 et en effet à Mattei à l'époque et ses bras de chemise qui n'apparaissent pas tout à fait préparés. Ce qui est peut-être plus intéressant ici par rapport aux précédentes canicules, même si je souscris absolument à ce qui a été dit, c'est qu'on arrive dans un moment de quasi remise en cause des politiques écologiques ces dernières années. C'est-à-dire qu'on sort quand même d'une loi simplification qui va revenir, parce qu'il y a bientôt une commission mixte paritaire. Il y a la moitié des trucs qui tomberont probablement parce que c'était des cavaliers législatifs. On a supprimé les ZFE. Ça a été un peu la foire aux bonnes idées et le concours l'épine de quel organisme on supprime parce qu'il y a écologiste dedans ou parce qu'il n'y a plus que 5 lettres, il y a plus de 5 lettres dans le sigle. Et après cette sorte de débauche de propositions qui remettait en cause les grandes lignes de la lutte contre le réchauffement climatique en France, on a cette canicule et on repart le réchauffement. Et donc cette canicule, d'une certaine façon, d'un point de vue politique, elle enquiquine parce qu'elle arrive un peu à contre-temps. Et là, en effet, il y a un enjeu aujourd'hui de repositionnement politique sur ces sujets-là qui heurtent de plein fouet cette actualité météorologique. Sur la préparation, Bruno Retailleau, il a eu cette phrase hier, on attend tout de l'État, on attend trop de l'État. Est-ce que ça repose la question du rôle de l'État face à la responsabilité individuelle, citoyenne ? Écoutez, s'il y a quand même un endroit dans lequel l'État a une responsabilité absolument majeure et cruciale, et c'est la première de toutes les priorités, c'est que si la planète crame, toutes les autres politiques ne serviront à rien. Donc on est quand même bien obligé de prendre en compte ce sujet-là. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Benjamin. On sort d'une séquence politique sous la pression des Retailleau et des autres à droite, sous la pression des agriculteurs qui ont fait sauter les ZFE alors qu'on sait qu'il y a des particules fines et que ça tue les gens, qui ont remis en cause les pesticides dans la nourriture alors que le nombre de cancers explose. Cette histoire d'A69, on ne va pas revenir dessus, mais qui est absolument ubuesque. Donc il faudrait qu'on ait une ligne claire, il faudrait que ce sujet, c'est pas de l'écologie, de l'environnement, on va dire, du réchauffement climatique, soit transcourant. Ça ne devrait même pas être un sujet politique en vérité. C'est ça le problème, parce que c'est la première de toutes les batailles. C'est la bataille de notre survie générale. Donc ces canicules vont se poursuivre, on va continuer. Quand on les vit, on est absolument au fond du seau, on est fatigué, tout se passe mal, et quand c'est terminé, on repart à zéro comme si rien ne s'était passé. Donc c'est une inconséquence. L'État est là pour avoir des politiques de long terme. Il y a un commissariat général au plan qui est là pour ça. François Bayrou en a été le patron. Et il faut que c'est un sujet juste absolument majeur. Alors on dira oui, mais on n'est que 1% des émissions climatiques dans le monde, de CO2 dans le monde, donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, mais ça sert au moins, on peut isoler les écoles, on peut faire que les gens vivent mieux dans une situation où l'on sait que de toute façon, il n'y aura pas de retour en arrière. On va continuer à parler de François Bayrou. François Bayrou qui a une nouvelle fois sauvé sa place à Matignon. Hier après-midi, il a échappé à sa 8e motion de censure déposée par le PS mais non soutenue par le Rassemblement national qui donne rendez-vous au budget. Adrien Pan. Plus de peur que de mal pour François Bayrou qui échappe une nouvelle fois à la censure. Sans surprise, en l'absence des voix du RN, la motion de censure ne recueille pas suffisamment de voix pour faire tomber le gouvernement. Pour l'adoption, 189. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Les socialistes ont déposé cette motion juste après la fin du conclave sur les retraites qui s'est conclu sans accord. Avant le vote, François Bayrou se défend jusqu'au bout et met en avant des avancées sur les retraites. Le quatrième progrès, et c'en est un particulièrement pour les femmes, c'est que l'âge de suppression de la décote sera fixé non plus à 67 ans, mais à 66 ans et demi, ce que toutes les organisations... Je sais bien que 6 mois dans la vie, pour vous, ça n'a aucune importance. Pas suffisant pour convaincre la gauche, qui accuse le Premier ministre de trahison. Monsieur le Premier ministre, en rompant votre promesse, vous avez choisi le déshonneur. Et nous n'abandonnerons jamais notre tâche historique et populaire consistant à abroger cette réforme inique des retraites. Si le RN épargne le gouvernement pour cette fois, le budget à l'automne sera décisif. Rendez-vous au budget pour déterminer l'espérance de vie restante de votre gouvernement. Après les résultats du vote, les députés de gauche fustigent la position du RN. Ce sont ceux qui sont toujours au rendez-vous quand il faut sauver M. Bayrou.
Le budget s'annonce comme une nouvelle épreuve du feu pour le Premier ministre, qui compte intégrer les avancées du conclave sur les retraites dans le budget de la sécurité sociale. Benjamin, est-ce que vous avez compris la stratégie des socialistes hier ? Alors oui, la stratégie des socialistes, c'est tout bêtement d'expliquer, de montrer qu'ils sont dans l'opposition. Et je veux dire, c'est à peu près normal. Hein. Le groupe socialiste est un groupe d'opposition qui vise demain à incarner l'alternative et donc l'alternance, et en attendant d'être quand même dans une position qui va être une position favorable pour les municipales. C'est pas la première fois qu'ils font ce coup-là. Souvenez-vous, juste après la non-censure du dernier budget, François Bayrou est chez vos confrères et parle de submersion migratoire. Que font les socialistes? Ils font une motion de censure en sachant très bien que le RN ne la votera jamais et que donc c'est une motion de censure de posture. En soi, la posture politique, c'est souvent nécessaire pour les groupes politiques. On peut le juger, mais au fond, malgré tout, c'est ce qui permet actuellement de tenir. Ce qui est intéressant, c'est quelle va être leur stratégie pour la suite. Et là, en la matière, François Bayrou, lui, voit se dessiner un plan. C'est-à-dire que pour le PLFSS, dans l'Himalaya qui l'attend, il y a 2 Everest. Premier Everest, le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le fameux budget de la Sécu, celui sur lequel Michel Barnier est tombé. Le plan de François Bayrou, ça a été évoqué dans votre sujet, c'est de mettre des éléments issus du conclave qui plaisent à la CFDT pour dire aux socialistes « chiche de me censurer », alors que sur ce texte-là, il y a des éléments qui vont plaire normalement à la CFDT et sur lesquels vous aurez du mal à me faire tomber. Et pour le PLF, le 2e Everest, le projet de loi de finances, le budget de l'État, là, il a proposé de mettre la proportionnelle, pas avant le budget, mais après. Façon de dire au Rassemblement national, si vous voulez la proportionnelle, va falloir que je survive jusque-là, donc va falloir me permettre de survivre jusqu'à la fin du budget. C'est pas idiot. Est-ce que ensuite ça peut être suivi par les groupes politiques? Est-ce que les socialistes et le RN peuvent avoir jusque-là intérêt à ne pas le faire tomber? Eh bien ça, c'est pas forcément très probable, mais au moins il y a un plan. Valérie. Ce que vient de décrire Benjamin Morel est exactement le projet de François Bayrou. C'est-à-dire que c'est étape par étape ce qu'il compte faire. Simplement, il a fait une seule erreur, François Bayrou, parce que le reste, c'est le MEDEF, c'est pas lui, mais il a fait une erreur. C'est que quand il a ouvert le conclave, il a dit « si vous n'aboutissez pas à un accord, on reviendra à la réforme d'avant ». Et ça a permis au MEDEF de camper sur sa position, de ne rien lâcher et de porter tranquillement la responsabilité de l'échec parce qu'en gros, ils s'en fichaient puisqu'ils savaient qu'ils récupéraient leur loi d'avant. Donc ça, c'est l'erreur qu'a fait François Bayrou dans ce déroulé qui, par ailleurs, peut tenir la route. Après, vous venez de recevoir Pierre Jouvet. Il y a eu un changement important au Parti socialiste. C'est que pendant les 6 fois où ils ont voté contre la censure, le Congrès se présentait devant eux. Le Congrès, ça n'intéressait personne, mais les socialistes, pour eux, c'est très important, parce que c'est lui qui détermine qui va diriger le Parti socialiste. Or, Olivier Faure était extrêmement critiqué au sein du PS pour toutes les accointances, voire les allégeances qu'il avait eues avec la France insoumise, d'accepter la destitution, le nouveau Front populaire, etc., et d'avoir été sous domination de Jean-Luc Mélenchon. Olivier Faure a été réélu. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a donné des gages à ses adversaires qui l'accusaient de ça en disant « mais non, pas du tout, regardez, je suis quelqu'un de responsable et je vote contre la censure. Et je sauve le gouvernement Bayrou, donc votez pour moi, je suis quelqu'un de responsable. » Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il est réélu, il a été réélu. C'était pas gagné, il a fait une belle campagne, c'était compliqué et il a été réélu. Et le pire de l'histoire, c'est que non seulement il a été réélu, c'est qu'à ses côtés, il y a Boris Vallaud. Ils ont sorti hier soir la composition du secrétariat national, qui est 1 tiers Boris Vallaud, 2 tiers Olivier Faure. 1 tiers Boris Vallaud, c'est énorme. Là, la motion de censure, qui était le fer de lance? Boris Vallaud. Parce que Boris Vallaud, il a des ambitions personnelles, qu'il voulait être celui, comme président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, qui annonçait la motion de censure. Et donc, on est sur un parti socialiste qui repart à gauche toute. Pourquoi? Parce qu'il faut aller au municipal, parce qu'il faut aller à la présidentielle, et que donc, il faut se démarquer complètement de ce gouvernement de François Bayrou qui ne réussit pas, qui est extrêmement impopulaire. Et donc, ce sont vraiment, comme François Bayrou l'a dit, des raisons politiques internes qui font que le dialogue entre le Premier ministre et le Parti socialiste est devenu extrêmement compliqué. Est-ce que, alors Valérie le disait, le Parti socialiste se replace à gauche, mais est-ce qu'ils n'ont pas aussi remis le RN au centre du jeu? Parce que jusqu'à maintenant, c'est le PS qui avait la clé de la censure. Oui et non, parce que comme on l'a dit, sur le PLFSS, ce sera peut-être encore le PS.
l'idée que tout d'un coup, les socialistes auraient rompu complètement les amarres, même si je suis absolument d'accord, à terme ce sera le cas, parce que tout bêtement, il y a les municipales derrière et que vous ne pouvez pas vous permettre, quand vous êtes le Parti socialiste, de perdre des grandes villes et donc d'avoir un gain sur... d'avoir des villes qui sont déstabilisées par une opposition trop forte sur votre gauche. Donc les socialistes vont se radicaliser dans une forme d'opposition. Néanmoins, pour l'instant, le gouvernement pense qu'il peut jouer sur les deux terrains. Qui plus est, si Marine Le Pen ne censure pas hier, c'est pas parce qu'elle est enthousiasmée par la prestation de François Bayrou à la tribune. C'est parce qu'elle considère que cette censure, si elle avait eu lieu, aurait été aux conditions de la gauche. Là, on a un sujet qui est porté par la gauche, qui est notamment porté par les socialistes, à la suite d'un conclave qui avait été demandé et donné à la gauche. Si jamais la censure était votée, c'était une victoire pas de son opposition à elle, mais de l'autre opposition. Ce qui va se passer au moment du budget, c'est probablement ce qui s'est passé au moment du dernier budget. On va avoir une Marine Le Pen qui va arriver et qui va dire voilà, moi je veux ça, liste de courses, ça c'est inimaginable, mais je le veux quand même. Si jamais je ne l'ai pas, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien à ce moment-là je censure, mais si je censure, ce sera à mes conditions, en ayant protégé mes électeurs et en m'étant battu pour eux, et donc en leur adressant un message. Et ça, elle ne pouvait pas le faire sur ce texte-là, elle pourra plus le faire au moment du budget, et donc pour le gouvernement, en effet, le vrai danger actuellement, en tout cas le point qui est le vrai point d'interrogation, il est plutôt du côté du Rassemblement national. Alors on va parler de la gauche, de l'union de la gauche, Steve, et on reparle de Lucie Castet. Oui, Lucie Castet, vous en souvenez, ex-candidate du nouveau Front populaire à Matignon. Elle avait lancé au mois d'avril une initiative en direction des différentes formations de gauche. Et c'est le jour J, Oriane. Rendez-vous a lieu ce mercredi à Bagneux, dans les Hauts-de-Seine, pour discuter des conditions d'une candidature commune à l'élection présidentielle de 2027. Lucie Castet dit vouloir obtenir à l'occasion de cette rencontre un calendrier le plus précis possible sur la méthode de désignation commune, mais aussi une méthode de travail pour les aspects programmatique. Alors, qui est invité, qui y participera ? Tout le peuple de gauche est invité, pour reprendre la terminologie de Lucie Castet. Autour de la table, on retrouvera aujourd'hui les écologistes, le Parti socialiste, l'Après, le parti de Clémentine Autain et d'Alexis Corbière, Génération, la formation fondée par Benoît Hamon, et Debout, le nouveau mouvement de François Ruffin. On va écouter Johanna Roland, la socialiste, qui explique pourquoi les socialistes voient cette initiative d'un bon œil. Le moment venu, face à l'histoire et face au risque du Rassemblement national, nous saurons nous retrouver. En ce qui concerne les Insoumis, vous l'avez dit, je suis numéro 2 du Parti socialiste. Le mandat qui est le mien est clair, aller construire un périmètre de François Ruffin à Raphaël Glucksmann ou de Clémentine Autain à Marine Tondelier. N'oublions pas qu'il y a aussi des femmes dans cette aventure politique. Mais le sujet, c'est quoi ? Pour moi, c'est d'abord de parler aux Français. Cette union de la gauche et des écologistes, on la doit à la France des épuisés. Alors ça, il y a les gens qui y vont, et puis Steve, il y a 3 refus, pas des moindres. Ouais, ni les Insoumis, ni Place Publique, ni les communistes n'en seront. Ces derniers ont dit non. Dans une lettre adressée à Lucie Castet, Fabien Roussel estime que ce n'est pas le bon moment. Toute la gauche doit faire preuve de lucidité et d'ambition pour retrouver la confiance d'une majorité de citoyennes et de citoyens. Ce n'est pas une primaire proposée par cette réunion qui répondra à cette question. Manière pour Fabien Roussel de dire que lui aussi pense à la présidentielle de 2027. Lui aussi, car les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon ont eux aussi claqué la porte au nez de Lucie Castet. Écoutez Mathilde Panot, c'était la semaine dernière. Nous ne participerons pas et nous ne participerons jamais à je ne sais quelle tentative de faire une primaire où nous nous parlerions entre nous alors qu'il faut parler à l'ensemble du pays et convaincre l'ensemble du pays autour d'un programme de rupture. Même refus poli du côté de Raphaël Glucksmann, le patron de Place Publique, ne soutient pas l'initiative du jour et préfère se concentrer sur sa candidature pour 2027. La semaine dernière, il a organisé une conférence de presse pour poser les jalons de son futur programme. Écoutez. Plus que les stratégies à 12 bandes, le cœur de la politique, c'est de dire qui vous êtes, ce que vous voulez, et ensuite d'aller le discuter avec les Françaises et les Français. C'est ce qu'on a fait ce matin. Maintenant, on va engager une grande discussion avec les corps intermédiaires, les syndicats, les petits patrons, partout dans le pays, les agriculteurs, les pêcheurs, pour pouvoir faire quoi ? Pour pouvoir décliner cette vision en programme. Vous parliez union de la gauche, c'est pas gagné, hein, Oriane. Non, c'est pas gagné. Est-ce qu'elle peut aboutir, cette union de la gauche hors mélenchoniste ? C'est très très improbable à ce stade-là. Alors,
malgré tout, pour un certain nombre des candidats en question, il y a quand même un impératif qui est un impératif financier. Vous savez, une campagne présidentielle, c'est pas la portée de toutes les bourses, c'est environ 15 millions d'euros si vous voulez la jouer gagnant, 8 millions d'euros pour ne pas être tout à fait ridicule. Or, Place Publique ne les a pas. François Ruffin ne les a pas non plus. Et donc dans ce cadre-là, la primaire permettrait potentiellement d'accéder au gros magot, et le magot, il est essentiellement du côté du Parti socialiste qui a les moyens encore de financer une campagne. Donc l'idée qu'il pourrait y avoir forcément beaucoup de candidatures dans cet espace-là n'est pas non plus tout à fait évident. Mais il faut bien comprendre que c'est un espace très réduit. L'espace social-démocrate, d'un point de vue électoral, c'est 10%. Et dans l'espace social-démocrate, j'inclus les écologistes parce que, quelle que soit leur position sur le fond, il y a une grosse porosité électorale entre les socialistes, entre une partie des macronistes et les écolos. Et donc là, on est sur un espace politique très restreint. Il y en a deux qui ont une capacité d'élargir un peu cet espace. D'abord Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il a des grosses réserves de bois dans l'abstention. D'ailleurs, toute la stratégie un peu d'outrance de Jean-Luc Mélenchon se comprend parce qu'il cherche à mobiliser des abstentionnistes, notamment dans les banlieues, et Raphaël Glucksmann qui mord 2-3 points sur le centre droit, ou en tout cas sur le centre macroniste. Pour le reste, c'est un jeu à somme nulle. On est sur un espace électoral très restreint. Donc si vous enlevez Raphaël Glucksmann d'un côté et si vous enlevez Jean-Luc Mélenchon de l'autre, l'espace pour porter une candidature gagnante à la présidentielle est très compliqué. Il faudra un seuil de qualification excessivement bas, il faudrait que la droite soit complètement dans les choux, que le RN soit en charpie. Ou divisé, mais même au sein du centre droit, vous avez quand même un espace électoral qui aujourd'hui est un peu plus important. Donc ça va être objectivement très très compliqué. Après, dans cet espace électoral, il y a guère d'autre choix. S'il n'y a pas d'union, ce sera la défaite assurée. Pour moi, les choses sont assez simples. Aujourd'hui, on a Jean-Luc Mélenchon qui est candidat à l'élection présidentielle. Il n'y a pas de doute, il y va tout seul, les autres ne l'intéressent pas, il ne cherche pas l'union, il mise tout sur lui-même, sur sa stratégie qui est la même. C'est la 4e fois qu'il se présente. Le chaos, aller chercher les abstentionnistes, les communautés, la radicalité. Et il se dit qu'il sera au-dessus des autres et que les autres le suivront. C'est la stratégie qu'il a menée en 2022 et qui a failli réussir. À côté de Jean-Luc Mélenchon, et sans Jean-Luc Mélenchon, il y aura un autre candidat de la gauche. Un candidat qui ne soit pas un candidat insoumis. Donc ce qui est en train de se jouer en ce moment, c'est ça. C'est qui va être le candidat. Donc Olivier Faure, Pierre Jouvet vous l'a rappelé tout à l'heure, ils disent de Ruffin à Glucksmann ou de Clémentine Autain à je ne sais plus qui, peu importe. Enfin, ça peut être une femme, disons. Donc, et ils ont à peu près abandonné l'idée d'une primaire, parce que même Olivier Faure trouve que c'est dangereux, mais ils veulent faire émerger quelqu'un qui sera le candidat de la gauche non insoumise, donc la gauche de gouvernement responsable, social-démocrate, appelez-la, ou social-écologiste, c'est très à la mode, social-écologiste en ce moment, à l'élection présidentielle. Et leur idée, c'est que finalement, celui qui sera le mieux placé, le plus haut dans les sondages, s'imposera. Alors, ils partent tous du programme. Olivier Faure a envie d'y aller. Boris Vallaud a envie d'y aller. Raphaël Glucksmann a envie d'y aller. Et François Hollande a envie d'y aller. En gros, ils sont 4 sur le truc de départ, avec des lignes qui ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est-à-dire que Glucksmann et Hollande sont pour la rupture totale avec les insoumis, voire à ouvrir sur la droite avec les macronistes. Je ne sais pas si vous avez vu l'initiative de Pascal Canfin dans Le Monde hier qui dit on va faire une plateforme pour les progressistes qui est tout à fait intéressante et qui va tout à fait dans ce sens-là. C'est de dire tous les... Il met dedans Gabriel Attal, enfin toute la gauche de la Macronie, les Clément Beaune, enfin tout... Dans la Macronie, il y a beaucoup de gens qui viennent du Parti Socialiste à la base. Donc c'est de se dire on va tous les récupérer, ceux-là, on va les inclure pour élargir. Et vous avez la ligne Olivier Faure et Boris Vallaud, qui est de dire, qui est celle d'aujourd'hui, en fait, qui est de dire il faut faire l'union de ce qu'on appelle la petite gauche, c'est-à-dire avec les écologistes, les communistes, etc. Donc, en gros, quand on leur dit les insoumis ne sont pas là, eh ben, ça nous arrange qu'ils ne soient pas là, parce que ce n'est pas avec eux qu'on y va. Et quand on leur dit le PC n'est pas là, il dit ben, ils nous rejoindront, mais chaque chose en son temps. Donc, chacun est en train d'élaborer son programme, en fait. Raphaël Glucksmann, qu'est-ce qui se passe ? Il a
a lancé son programme le premier parce que au moment de la dissolution, il s'est fait avoir. Il considérait qu'il avait gagné. Il était en tête de la gauche. Il était à 13,8% devant la France insoumise, très important. Et qu'est-ce qui se passe ? Et tout d'un coup, le Parti socialiste lui dit maintenant, on va faire le nouveau Front populaire. Autant vous dire qu'il était furieux. Il s'est dit on ne m'y reprendra pas une deuxième fois. Et la seule force pour dominer la gauche, c'est d'avoir son programme et d'arrêter d'utiliser à chaque fois le programme des Insoumis parce que c'était les seuls qui avaient bossé jusque-là. Donc voilà, donc c'est un grand jeu qui est en train de se passer, qui va durer 2 ans. Je pense qu'ils vont être tous mobilisés là-dessus pendant 2 ans. Et l'objectif est de faire sortir. Donc là, aujourd'hui, avec Lucie Castet, on va dire qu'on a la tendance Olivier Faure, Boris Vallaud, qui se réunit. C'est pour ça que Glucksmann n'y va pas, parce que lui, il n'est pas sur cette tendance exactement, même s'il n'est pas du tout impossible au bout de l'histoire que le PS roule pour lui et que ça se passe comme ça si c'est lui qui s'impose, mais on en est aux prémices de la campagne présidentielle de la gauche. Allez, on va terminer par l'actualité du Sénat, marquée aujourd'hui par un débat qui aura lieu ce soir à 21h30 sur le Proche et Moyen-Orient. Benjamin, pour qu'on comprenne bien, c'est un débat qui avait eu lieu déjà la semaine dernière à l'Assemblée, qui est un débat sans vote. Expliquez-nous. Oui, c'est un débat, c'est prévu dans la Constitution, et donc vous pouvez, quand vous êtes le gouvernement, demander aux députés et aux sénateurs de débattre sur un sujet sans engager, même symboliquement, parce qu'au Sénat on peut également faire voter théoriquement quand on a un engagement comme ça d'un débat, mais sans engager la responsabilité de votre gouvernement. Donc c'est une façon de consulter les parlementaires, de créer une grande catharsis collective et également d'informer et de répondre aux députés puis ensuite aux sénateurs à dessein de rentrer justement dans ce jeu d'information du Parlement. Valérie, sur le fond, alors il s'est passé une semaine entre l'Assemblée nationale et le Sénat, et du coup c'était un débat qui était centré sur la situation entre Iran et Israël. Bon, sauf que là, depuis, la guerre est finie. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce débat du coup ? Justement, de tirer les leçons de tout ce qui s'est passé, maintenant que c'est derrière nous, ne plus être dans l'immédiateté de chaque intervention. Il y a des leçons importantes à tirer. Un, c'est que c'est la force qui s'impose finalement, que le multilatéralisme est derrière nous, que Israël est devenu un État extrêmement puissant au Proche-Orient, qu'il devrait normalement être en train de construire la suite, c'est-à-dire la paix, avec cette histoire d'État palestinien qui a été entravée par cette guerre en Iran, l'initiative française à l'ONU d'aller faire un État palestinien. Donc peut-être reprendre ce sujet, parce que qu'est-ce qui va devenir de Gaza aujourd'hui ? Est-ce que les Israéliens vont en occuper la plupart du territoire et laisser un petit bout aux Gazaouis ? Est-ce qu'il y a une possibilité de relancer une initiative en faveur d'un État palestinien qui est quand même la base de la paix durable? Qu'est-ce qu'on fait des accords d'Abraham? Est-ce que l'Arabie saoudite va être d'accord maintenant pour repartir et pour participer elle-même aux accords d'Abraham? Je veux dire, la situation géopolitique au Proche-Orient a considérablement changé depuis le 7 octobre, parce que tout ça s'est enchaîné et que finalement ça a été une brique après l'autre, et que les Israéliens ont été au bout de leur stratégie jusqu'à l'Iran. Qu'en est-il aujourd'hui du régime des Mollahs? Est-ce qu'il va continuer de la même façon? Est-ce qu'il va y avoir des évolutions? Enfin, il y a tout un tas de sujets absolument passionnants qui concernent bien évidemment de très près nos parlementaires, et je trouve tout à fait constructif et intéressant que ce débat ait lieu. Alors, il n'y a pas de vote, on n'est pas engagé, la France n'est pas engagée dans tout ça, donc c'est pas étonnant qu'il n'y ait pas de vote. Si la France devait être engagée, il y aurait bien évidemment un vote, mais moi je trouve que c'est constructif. Il arrive pas un peu tard quand même ce débat, Benjamin? Il arrive un peu tard, parce qu'en effet il est prévu à l'origine dans l'ordre du jour, dans le moment où on est dans, ça a été évoqué, mais dans la phase chaude du conflit, et comme on a un effet de décalage entre l'Assemblée et le Sénat, eh ben, on est aujourd'hui dans une position où on parle beaucoup plus de la canicule que d'un conflit au Moyen-Orient qui malgré tout perdure, notamment à Gaza. Mais il est vrai que là-dessus, on peut avoir un sentiment de relégation au Sénat. Mais je rejoins tout à fait ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'au fond, les problèmes structurants et structuraux sont loin, loin, loin d'être réglés. La position de la France dans ce nouvel échiquier mondial est également une question qui se pose. Et donc dans ce cadre-là, on ne peut pas douter qu'il y aura des sujets de débat ici dans cette maison.
Et on suivra ce débat au Sénat. Ce sera donc ce soir à 21h30. On en parlera bien sûr demain dans ce club. Merci Valérie Lecable. Vous nous quittez un petit peu plus tôt que prévu exceptionnellement. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt. Benjamin, vous restez là. On regarde ensemble la une de... Je reste. Vous n'avez pas le choix. On regarde la une de nos journaux régionaux. Et Steve, à la une, toujours la canicule. Encore un jour à tenir, nous dit le Berry républicain. En tout cas, pour ce qui concerne le département du Cher, où la vigilance rouge devrait prendre fin ce soir, viendra ensuite un autre défi, celui de l'arrivée d'une vigilance aux orages. Plus à l'est, l'Alsace, écrasée aussi sous la chaleur. Le SAMU est sur le pont, nous dit le journal L'Alsace. Ce sont les plus fragiles qui sont en première ligne. La Charente libre nous le rappelle en faisant sa une sur les sans-abri. Le bien public fait un focus sur les logements bouilloires. Ces logements devenus tout simplement invivable avec la canicule, Oriane. Les prisons suffoquent. C'est un cocktail explosif, alertent les syndicats. Le plan canicule est appliqué depuis la fin de la semaine dernière dans l'ensemble des prisons françaises, mais ce plan ne résout pas la vraie question, la surpopulation. C'est à la une de Midi Libre aujourd'hui. Les surveillants appellent à un blocage des lieux ce mercredi. Détenus, avocats et médecins dénoncent les conditions d'enfermement. Témoignage sur une situation explosive à lire dans Midi Libre aujourd'hui. Un cas de chikungunya inquiète l'Alsace. J'adore vous mettre ce mot dans vos lancements. C'est à la une des dernières nouvelles d'Alsace. Oui, le chikungunya s'installe en métropole. En Alsace, un premier cas non importé d'un pays tropical a été confirmé. Il s'agit d'une personne qui réside dans la banlieue de Strasbourg. Le journal nous apprend que le moustique tigre est présent dans plus de 150 communes de la région. La cigarette mise au banc. C'est à la une de Corse Matin aujourd'hui. Depuis hier, il est interdit de fumer dans plusieurs lieux publics, plages, parcs, abribus, à bord des écoles. L'objectif de cette mesure du gouvernement est de renforcer la lutte contre le tabac et la protection des plus jeunes. Les avis des Corses divergent. Ça ne vous étonnera pas sur cette interdiction, Oriane. Allez, on termine par vos bons plans culture. Oui, les bons plans de Nice Matin, en tout cas, qui nous promet un bel été en musique, électro, jazz, rock. Il y en aura pour tout le monde cet été dans les Alpes-Maritimes et le Var. Le journal propose un guide des festivals. On pourra notamment retrouver Mathieu Chédid et son super groupe malien, ou encore Carlos Santana qui jouera au Monte Carlo Festival. Oriane. Merci Steve. Est-ce qu'il y a des bons plans culture vers Clermont-Ferrand Il y a toujours des bons plans culture vers Clermont-Ferrand. Pas seulement en été. Et la future capitale européenne de la culture, on y croit à chaque fois. C'est pas faux. Allez, merci beaucoup. Merci Benjamin d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Steve d'avoir été là. Merci à tous de nous avoir suivis. Vos prochains rendez-vous, c'est à 15h, la séance de questions d'actualité au gouvernement au Sénat, que vous suivrez bien sûr en direct, en intégralité sur notre antenne. Et puis nous, on se retrouve demain. On vous souhaite une très bonne journée. À demain.